Bonsoir. Comment va l'économie camerounaise par ces temps de pandémie du coronavirus? Question à plusieurs milliers de milliards de francs CFA pour un pays qui subit de plein fouet les contre-coups du ralentissement de l'activité économique mondiale, de la baisse du prix du pétrole et des autres matières premières. Entre révision à la baisse de la loi de finances 2020 et recours à l'aide internationale, le Cameroun essaie de se donner les moyens de résister à la crise et de repousser le plus loin possible la récession qu'on annonce pourtant inéluctable. Ce dimanche, c'est économie en long et en large avec notre invité Christian Ebeke, économiste camerounais, directeur adjoint du Bureau Europe du Fonds monétaire international basé à Bruxelles en Belgique. Notre invité est un ancien étudiant de l'université de Yaoundé 2 à Soa, titulaire d'un doctorat en économie obtenu en France en 2011, auteur également de plusieurs publications sur les pays en développement et la zone euro. Christian Ebeke, bonsoir. Bonsoir, M. Chérif. Alors, pour un pays comme le Cameroun, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, la récession est-elle inéluctable? Déjà, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Votre question est une question hautement importante parce que nous subissons là les effets de la plus grande récession jamais engendrée, connue dans l'histoire du monde. C'est la première fois que toutes les économies de manière synchronisée sont en récession. Généralement, vous avez des chocs qui commencent aux États-Unis, ensuite se propagent vers les pays émergents. Mais là, subitement, c'est tous les pays, tout le monde qui y passe. Donc, c'est un choc externe pour la plupart des pays. Pour le Cameroun, c'est une exposition qui est liée à des chocs qui sont des chocs d'offres internationales, des chocs de demande également. Le Cameroun est exposé à travers le commerce, à travers les flux de capitaux, à travers les exportations de produits vers les pays émergents, vers les pays avancés. Donc, il s'agit d'un choc qui arrive au Cameroun, comme ça arrive dans la plupart des pays, par des canaux traditionnels que nous connaissons, le commerce et les investissements étrangers directs. Mais pour le Cameroun, effectivement, il y a d'autres vulnérabilités qui étaient déjà là avant, qui ont peut-être magnifié, en fait. Donc, forcément, récession. Oui, nous sommes à moins, nos prévisions au FMI pour cette année, c'est moins 1,8% de croissance du PIB pour cette année au Cameroun. Donc, c'est une récession. La grosse question, c'est est-ce que cette récession est temporaire? Est-ce que nous parlons là d'un choc qui va s'étaler sur quelques trimestres, ensuite la reprise que tout le monde espère pourra revenir. Mais pour l'instant, il s'agit, je pense que l'urgence est de mettre en œuvre toutes les politiques nécessaires pour éviter que le choc ne devienne encore plus négatif qu'il ne l'est déjà. De votre point de vue, que faut-il faire pour tenir, on va dire comme ça, pour sauver notre économie ou les économies africaines? C'est la question, c'est pas une question facile. Hein. C'est la question. Il n'y a pas de remède miracle. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que l'économie n'est pas une science exacte. L'économie, ça dépend des conditions initiales des pays, ça dépend du contexte bien précis, ça dépend de la nature du choc, ça dépend de votre capacité à avoir des politiques contracycliques pour pouvoir répondre en fait au choc. Donc, ce qu'il faut faire pour la plupart des pays, c'est d'abord la priorité, protéger les gens. Il faut protéger les personnes, il faut investir massivement dans les soins sanitaires, dans les centres hospitaliers. C'est la première priorité. Et on doit dépenser sans compter pour protéger les gens. Il n'y a pas de limite possible à la vie. Donc nous devons faire tout ce qui est possible, quoi que ça coûte. Quoi que ça coûte, la priorité c'est d'assurer la santé et protéger les vies. Maintenant, en ce qui concerne l'économie, est-ce qu'on peut dépenser sans compter? Non, parce que des pays comme les nôtres sont des pays qui ont une structure qui est assez particulière. Premièrement, nous sommes petits. D'accord? Le Cameroun, c'est 25 millions. Nous sommes des petites économies. On ne représente pas grand-chose lorsqu'on compare à des géants d'Asie, l'Inde, etc. C'est des milliards de personnes. Donc nous sommes des petites économies et des économies qui sont très dépendantes d'un certain type de produits qu'elles exportent vers l'étranger. Matières premières, vous voyez ce que je veux dire. Non transformées. Et en plus de ça, nous avons quelques marchés vers lesquels nous exportons. Donc vous voyez comment on monte dans le niveau de vulnérabilité. Nous sommes petits, donc nous pouvons bouger assez rapidement. Un choc externe nous balance à gauche et à droite. Ensuite, nous avons une concentration de nos exportations dans peu de produits à faible valeur ajoutée. Ensuite, vers là où on exporte, également, nos marchés sont concentrés. On exporte vers l'Europe et la Chine. Ces économies-là sont quasiment à l'arrêt. Ces économies sont quasiment à l'arrêt parce que vous avez les mesures de confinement. Il y a même des risques de deuxième vague dans certains pays qui sont de plus en plus précis en ce moment. Et vous avez un certain type de choc qui arrive. Notre cacao
était bien consommé en Belgique, par exemple, les restaurants sont fermés, dont la demande de cacao et de café, elle est basse. Vous avez les produits, les matières premières comme le pétrole, vous avez vu l'effondrement des prix parce que la demande globale a baissé. Donc pour nos pays, comme le Cameroun, nous avons des vulnérabilités liées à notre exposition au choc externe, mais également des vulnérabilités internes. Nous n'avons pas des moyens illimités pour pouvoir mener à bien des politiques de relance C'est-à-dire économique. que ce problème avec le coronavirus arrive et trouve une économie déjà un peu mise à mal par d'autres problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Et c'est des problèmes essentiellement structurels. C'est des problèmes qui vont de la nécessité de diversifier notre économie, qui est un problème dont nous parlons, nous les économistes, depuis, on va dire, les débuts des années 80. Donc ça fait un peu bateau lorsqu'on dit qu'il faut diversifier, mais on peut préciser exactement comment le faire. On va en reparler tout à l'heure. Alors, il y a une question, en réalité, que tout le monde se pose. C'est pourquoi est-ce qu'on a l'impression que, notamment les organismes internationaux, bailleurs de fonds, Fonds monétaire international, on a l'impression que tout le monde a été surpris par ce qui nous arrive? Oui, tout le monde a été surpris. Et tout le monde doit être humble et le reconnaître. Vous pouvez voir les révisions de prévisions macroéconomiques qui ont commencé depuis février. Le FMI lui-même révise régulièrement ses prévisions parce que c'est la première fois que dans l'ère moderne, nous sommes en train de faire face à un choc qui est un choc synchronisé et qui vient en fait du secteur, je vais dire, de l'économie réelle. Généralement, les crises qui ont secoué le monde sont généralement des crises financières. C'est-à-dire que la bourse a chuté, les banques ne sont pas assez capitalisées, il y a une panique, les gens essaient de retirer. Ça, c'est 2008, par exemple. Ça, c'est la crise, par exemple, de 2008, avec des prises de risques insensées de la part de certains traders qui ont entraîné et des mécanismes financiers de type Ponzi qui ont fragilisé le système. Mais là, il s'agit d'une phase où on s'attendait à une reprise de l'économie mondiale avec, comme je vais dire, impulsion, cette petite embellie qu'il y avait avec, vous savez, les négociations commerciales qu'il y avait entre les États-Unis et la Chine. On se disait les tensions commerciales sont peut-être en train de baisser. Peut-être que là, l'économie reprend. Mais là, on a été surpris. Tout le monde a été surpris, y compris les gouvernements. Surtout que sur le plan médical également, c'était une surprise. Absolument. Vous avez vu tous les débats qu'il y a eu dans les pays. Est-ce qu'il faut de la chloroquine? Est-ce qu'il faut confiner? Est-ce qu'il faut pas confiner? Fini, hein? Et c'est toujours pas terminé. Le protocole n'est toujours pas définitif. Mais il y a un soupçon qui pèse sur vous autres organismes internationaux, bailleurs de fonds, Fonds monétaire international. Est-ce que la crise n'est pas une occasion pour vous de revenir un peu en force sur des pays comme le Cameroun, justement, les pays africains? Bon, ça dépend de ce que vous entendez par revenir en force. Premièrement... Vous savez l'image que le FMI, par exemple, a sur le continent. Tout à fait. Et ce n'est pas seulement sur le continent. Une sorte de père fouettard. Exactement. Et qui revient donc maintenant à l'occasion de la pandémie du coronavirus. Les économies sont par terre, donc on en profite. Avant la crise du coronavirus, le Fonds monétaire international annonçait déjà qu'il y avait une quarantaine de pays africains qui avaient des dynamiques d'endettement qui étaient déjà assez inquiétantes pour la stabilité macroéconomique. Ça veut dire qu'ils avaient un rythme d'endettement qui était déjà très rapide et qui posait des problèmes en termes de stabilité macroéconomique. Ces pays-là avaient été classés déjà, vous aviez à peu près une quarantaine, à des niveaux de risque de dette qui sont très élevés. Donc pays à risque. Pays à risque, déjà avant le corona. Maintenant, c'est quoi la réponse du FMI pendant la pandémie? Le Fonds monétaire international a proposé des financements rapides aux pays sur demande des pays. On a doublé nos capacités pour cette fenêtre de financement pour régler les catastrophes. Donc les pays qui le souhaitaient pouvaient venir au Fonds monétaire et pouvoir recevoir un financement à taux zéro, sans taux d'intérêt, remboursable sur 10 ans, avec une période de grâce, c'est-à-dire pendant les 5 premières années, vous ne remboursez rien. Et c'est ce que nous avons essayé de faire le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une crise comme la crise du coronavirus, qui est d'abord une crise sanitaire, ensuite il y a des répercussions économiques. Dans une économie comme celle de la CEMAC, vous n'exportez plus autant. Ce qui se passe, c'est que les réserves de change que vous accumulez en exportant commencent à ralentir, le rythme d'accumulation ralentit. Et de change fixe, vous devez avoir un niveau de réserve suffisant pour pouvoir rassurer les investisseurs que la parité du franc CFA avec l'euro est une parité crédible.
Le ralentissement des réserves vous oblige à devoir trouver des sources additionnelles de devises. Donc recours au FMI. Vous pouvez le faire au FMI, vous pouvez aller sur les marchés internationaux. Mais vous voyez très bien que lorsque vous êtes en récession, les investisseurs internationaux ne vont pas vous financer à taux d'intérêt zéro comme le FMI le fait. Donc c'était un financement ultra concessionnel pour aider les pays à faire face aux premières mesures de la pandémie. Alors, pour relancer leurs économies, les pays africains ont fait de grandes annonces. 100 milliards par-ci, 2000 milliards par-là. L'économiste que vous êtes, y a-t-il cru vraiment? Est-ce que ce n'était pas seulement des effets d'annonce? Parce qu'après, on n'a plus rien entendu. Je pense qu'il faut toujours aller dans le détail. Et lorsqu'on parle d'effets d'annonce, ensuite on n'a rien vu, c'est parce que la plupart des gens ne vont pas dans le détail pour comprendre en fait ce qui se passe. Dans la plupart des pays qui avaient des dettes déjà qui sont très importantes, il était difficile pour l'État de pouvoir relancer l'économie, faire une impulsion budgétaire suffisamment pour sauver tous les secteurs de l'économie, les ménages. Et vous savez, dans nos pays africains, nous n'avons pas toujours tous les filets sociaux qui sont bien établis. On n'a pas d'assurance chômage, vous voyez, on n'a pas d'assurance maladie universelle dans tous les pays. Donc, il est très difficile, et ensuite le secteur informel est très développé. Donc, il est très difficile pour l'État même d'avoir une impulsion budgétaire qui peut avoir un impact assez rapide et très fort sur le PIB. Ce qui s'est passé dans la plupart des pays, c'est que les gouvernements, par exemple, ont proposé de garantir les prêts, les nouveaux prêts bancaires aux entreprises en difficulté. Donc, si vous avez un hôtel, par exemple, Monsieur Chérif, et vous n'avez aucune réservation pendant 3 mois, et c'est la période haute pour votre chiffre, parce que c'est l'été, vous voyez que vous êtes en situation très, très compliquée. Surtout si vous avez un encours, vous devez rembourser votre prêt bancaire. Dans certains pays, vous allez entendre que l'État garantit à près de 25% du PIB les prêts bancaires dans les secteurs qui sont des secteurs sinistrés. Mais cette garantie nécessite déjà qu'il y ait un défaut de paiement du client auprès de sa banque pour que la garantie puisse s'activer. Donc, quand on dit qu'il y a un effet d'annonce, on n'a rien vu, par exemple, c'est généralement ces mécanismes de garantie qui sont mis en place, annoncés par les États, mais qui ne s'activent, qui ne sont opérationnels que lorsqu'il y a un défaut d'une entreprise. Donc ça se passe plutôt discrètement? Ça se passe discrètement, c'est généralement avec les experts, avec les banques. Il y a des mesures qui varient également en fonction de la capacité des pays à répondre. Mais c'est clair que dans une crise comme celle-ci, la direction ne devrait pas être de sacrifier les dépenses productives, la direction devrait être de soutenir l'économie par des dépenses plus productives. Christian Ebeke, que pense l'économiste des politiques économiques actuelles sur le continent et quel regard particulier sur le Cameroun? Vous répondrez à nos questions et à celles des internautes tout au long de cette émission. Actualité hebdo, la semaine nationale en son et en images entre les audiences et les actes du président de la République, la lutte contre le coronavirus au Cameroun et les sorties des ministres de la communication et des postes et télécommunications sur les fake news. Il y a une large gamme de sujets de l'actualité nationale qui seront développés tout à l'heure par nos chroniqueurs. C'est vrai, semaine politique et semaine sociale sont tenues par Séverin Alégambélé et Rodrigue Bertrand Tueno. Nous ferons aussi un point sur l'économie camerounaise et la pandémie du coronavirus avec Lucrèce Mebenga. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. Notre invité ce soir, Christian Ebeke, économiste, directeur adjoint du bureau Europe du Fonds monétaire international. A tout de suite. Alors, Christian Ebeke, au-delà de la crise sanitaire que nous vivons en ce moment, c'est quoi les problèmes des économies qui ressemblent à celles du Cameroun, nos économies africaines? Nos problèmes, c'est quoi, de manière générale? Nous en avons parlé. Vous pouvez identifier une série de problèmes, des problèmes qui sont structurels, des problèmes conjoncturels, mais également dans la prospective et dans la stratégie à long terme qu'on devrait aborder. Vous pouvez également identifier un certain type de vulnérabilité. Je vais prendre un exemple. Oui. Dans la sous-région Afrique centrale, par exemple, dès qu'on vous dit il y a des problèmes économiques et tout ça, on dit le prix du pétrole a baissé, le cacao, le café, le bois, etc. etc. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'économie chez nous?
Le problème, c'est que nous sommes des économies qui faisons face à simplement des cycles. Nous subissons l'impact des cycles des prix des matières premières parce que nous avons une très forte dépendance pour les recettes fiscales pour certains pays, dans la part du PIB de ces produits, de ces secteurs. Donc ça pose la problématique de la diversification de l'économie. Au même titre, vous avez une population la croissance démographique est grandissante, elle s'accélère. Vous avez une économie qui est essentiellement jeune. Vous avez une économie qui est dotée de facteurs naturels impressionnants, comme le Cameroun, avec un potentiel halieutique, agricole qui est impressionnant. Donc vous avez en fait toutes les dotations possibles pour pouvoir transformer cette économie, mais nous n'avons pas connu la diversification nécessaire qu'il fallait pour pouvoir répondre simplement aux chocs et également réduire en fait l'exposition de notre économie à différents types de chocs. Donc le manque de diversification est l'une des caractéristiques principales des petites économies ouvertes comme celle du Cameroun. Parce qu'il faut pouvoir utiliser le potentiel que nous avons, la main-d'œuvre. Dans les secteurs agricoles, il est simplement inadmissible que dans un pays comme le Cameroun, vous soyez aujourd'hui en train d'importer du riz, d'importer de l'huile de palme, d'importer du poisson, alors que cela peut être produit. Le riz, 800 000 tonnes en 2019. Tout à fait. Et je le dis toujours à quelques personnes avec qui je discute de ces questions, il ne s'agit pas de faire ce qu'on n'a jamais fait. Il fut un moment où nous étions exportateurs nets de produits alimentaires. Aujourd'hui, nous sommes devenus importateurs nets. Et pourquoi l'agriculture, c'est important, M. Ibrahim Chérif? C'est parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire le secteur agricole est un secteur naturellement intensif en main-d'œuvre, étant donné que nous avons une croissance démographique qui est importante, c'est facile d'absorber tous ces jeunes dans le secteur agricole. Ça doit être une stratégie, c'est d'ailleurs une stratégie louable. Mais au niveau également de nos équilibres externes, et je le précise tout le temps, tant que nous sommes dans un régime de change fixe comme nous sommes, nous avons toujours sur notre tête l'objectif d'accumuler énormément de recettes en devises pour pouvoir rassurer les investisseurs que nous avons les devises pour défendre la parité de la monnaie. Si vous importez du riz, du poisson et des motos, ce qu'on appelle ici les bensikines, vous êtes en train de dépenser en fait toutes les réserves que vous avez, une grande partie, pour importer ces produits. C'est des devises qui s'en vont. C'est des devises qui s'en vont et ça vous met toujours en difficulté tout le temps parce que dès que le prix du pétrole va baisser de 10 $, ça vous fait un choc macroéconomique très important parce que votre économie n'est pas suffisamment diversifiée. Il faudrait une planification dans ce pays beaucoup plus claire sur les objectifs à moyen et à très long terme. Le gouvernement a déjà ses documents de stratégie de réduction de la pauvreté et de la croissance. Il y a le programme Émergence. Il faudrait une articulation beaucoup plus rapide, à mon sens, beaucoup plus ambitieuse pour avoir pour objectif principal diversifier davantage l'économie, mais également lorsqu'on parle d'équilibre régional. Il faudrait également s'assurer que la croissance ne soit pas concentrée uniquement dans une zone du Cameroun. Sur Yaoundé ou Douala. Non, c'est pas tenable politiquement, c'est pas tenable socialement. Il faudrait, je sais pas moi, qu'il y ait cette volonté-là même de présenter, avoir un rapport annuel au Cameroun de convergence. Un rapport qui pourrait être présenté au Parlement, devant les députés, où en fait on ferait l'état des lieux, un peu comme aux États-Unis, what is the state of the union? Quel est l'état de notre union en matière de convergence? Est-ce que Garoua a essayé de rattraper que tout le monde villes, ait sa part du gâteau? Que la croissance soit inclusive, y compris sur le plan géographique, parce que sans ça, ça a des conséquences politiques, sociales et sécuritaires. Il y a un autre problème, c'est que on annonce la crise sanitaire. L'une des premières mesures, la mesure la plus emblématique, si l'on ose dire, c'est qu'on décide de revoir le budget à la baisse. C'est pas propre au Cameroun, tous les pays africains y sont passés. Quand on a revu le budget à la baisse, c'est... Ok. Premièrement, la plupart des pays dans le monde, y compris en Afrique, ont répondu à la crise sanitaire, la crise économique également, parce qu'elle est devenue crise économique aussi, par une impulsion budgétaire, par l'État qui utilise les instruments à sa disposition. Il peut baisser les impôts, il peut proposer sa garantie, donc sa signature. L'État peut investir dans certains secteurs, l'État peut moduler son action en fonction de ces instruments. Dans le cadre de pays comme le Cameroun, qui ont connu une correction budgétaire, une baisse en fait de la taille de l'État pour répondre au corona, il faut savoir simplement que cela est le résultat des contraintes auxquelles le Cameroun fait face. Parce que si le Cameroun avait un espace budgétaire qui était suffisamment ample, alors je pense qu'il y aurait une stratégie qui aurait été différente. Donc lorsque vous faites face à une contrainte budgétaire qui est serrée,
parce que vous avez des contraintes à un certain niveau, vous avez déjà des difficultés à pouvoir collecter suffisamment de l'impôt, parce qu'également il y a un civisme fiscal qui n'est pas extrêmement louable au Cameroun, on peut en parler. On ne vous le fait pas dire. Voilà, il y a le secteur informel qui est très développé également, donc l'État aussi n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir mettre des politiques contracycliques. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une contrainte comme celle-là, et une contrainte également externe? Parce que si l'État doublait les salaires pour répondre à la crise du corona, qu'est-ce que cela engendrerait? Ça engendrerait simplement qu'une grosse augmentation, une grosse partie de ces salaires creuserait notre balance de paiement, une fois de plus, parce que les gens importeraient quoi? Plus de riz, plus de motos, plus de benzikin, etc. Donc, vous voyez très bien que dans un cadre où vous avez une contrainte interne, donc l'espace budgétaire est limité, le secteur informel est très grand, donc le multiplicateur budgétaire dans ce cadre-là est très faible. Et vous avez également une contrainte extérieure parce que vous avez peur, il faut contrôler vos réserves. Vous voyez très bien que l'équation qui reste pour l'État, c'est de voir à l'intérieur du budget comment je peux procéder à une réallocation des lignes budgétaires. Donc on n'avait pas d'autre choix. Je pense que nous n'avions pas le choix étant donné les contraintes que nous avions. Il y avait des alternatives. On peut décider de s'endetter plus, si on le veut, pour soutenir l'économie. On peut décider d'émettre plus de rebonds, d'aller sur les marchés, accepter des taux d'intérêt plus élevés. Mais l'essentiel, c'est même dans un budget serré, vous pouvez réorganiser si vous le réorganisez de manière intelligente. Vous pouvez, même lorsque la contrainte elle est serrée, pouvoir déplacer en fait les besoins et l'urgence de certains postes vers les autres. Mais il faut faire une analyse qui est assez fine parce que toute correction budgétaire également a des conséquences sur l'activité. Christian Ebeke, je vous propose cet élément qui parle de l'économie camerounaise telle qu'elle est managée par ces temps de coronavirus. On se projette sur l'année 2021. C'est un sujet de Lucas Mebenga. La boussole, qu'est le document de programmation économique et budgétaire mise sur des eaux plus tranquilles pour la période 2021-2023. C'est ainsi, par exemple, que pour la loi de finances 2021, elle projette des indicateurs plus favorables. Une croissance économique en hausse, 3,2% du PIB contre moins 1,1% en 2020. Une inflation de 3%. Des cours du pétrole légèrement en hausse, 37,9 $ en 2021, soit un peu plus de 2 $ qu'en 2020. Ces indicateurs sont d'autant plus escomptés que la relance économique est de nouveau envisagée, soutenue certes par les partenaires au développement, mais aussi et surtout par un secteur agricole plus agressif, la reprise des investissements et l'augmentation de l'offre en énergie. Fort de ces prévisions, le gouvernement entend articuler la loi de finances 2021 autour de 8 priorités. La poursuite de la mise en œuvre du plan global de riposte contre le Covid-19 et ses répercussions économiques et sociales. La finalisation de la mise en œuvre des grands projets de première génération, les barrages de Mainveleu et Lompangar notamment, mais aussi l'implémentation du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions en crise, notamment les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour lesquelles 90 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés. Autre priorité, l'accélération du processus de décentralisation, la veille sécuritaire, la CAN et la mise en œuvre des réformes structurelles avec comme point d'ancrage la politique de l'import-substitution salutaire pour la promotion du Made in Cameroun. L'espoir étant bien sûr qu'aucune crise ne vienne à nouveau contrarier ces perspectives heureuses. Christian Ebeke, est-ce que les économies, à l'image de celle du Cameroun, l'économie africaine, est-ce qu'elles sont vraiment préparées à affronter le monde de l'après-Covid-19? C'est-à-dire qu'on tire les leçons de ce qui se passe aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Est-ce qu'on est préparé à ça? Excellente question. Le coronavirus, l'impact du coronavirus doit être pour nous une opportunité. C'est malheureux les vies qui ont été perdues, les familles qui ont été dévastées, les enterrements souvent faits à la va-vite. C'est important de pouvoir, comme on dit en anglais, step back, prendre du recul et voir exactement ce qui n'a pas marché. Comme on l'a dit en début d'émission, il y avait des vulnérabilités déjà structurelles qui ont magnifié l'impact de la crise sur les économies. Monsieur Chérif, il était simplement compliqué, sinon impossible,
d'avoir un confinement total dans une économie où 60% c'est le secteur informel. Vous avez des individus qui doivent se lever le matin, prendre leur moto, mettre 2 personnes derrière pour pouvoir avoir de quoi manger. Pour vous, le débat sur le confinement total n'avait même pas lieu d'être? Le débat sur le confinement total était un débat qui avait aussi des implications en matière de stabilité et de paix. Parce que si vous confinez toute la population de manière radicale, alors vous avez une économie qui est structurée différemment, où c'est des économies de proximité, des gens qui se lèvent tous les jours, qui doivent travailler dur, les coiffeurs, nos mamans qui vendent au bord de la route des beignets, elles doivent, si elles ne travaillent pas, elles n'ont pas de revenus. Elles ne travaillent pas, elles ne mangent pas. Elles ne mangent pas, elles meurent. Donc c'est soit je reste à la maison et je meurs de faim, ou alors je vais et j'essaie de gagner quelque chose, des revenus pour mes enfants. Donc le secteur informel doit absolument être transformé complètement. C'est parce que ça nous a montré simplement que nous ne pouvons même pas arriver à pouvoir identifier tout le monde. Même s'il fallait mettre en place des filets sociaux très rapidement, on n'a pas suffisamment d'informations statistiques sur qui sont les gens, comment identifier les gens pour pouvoir mettre en place des mécanismes même de transfert direct. Mettre ça sur pied en 2-3 semaines, des mécanismes de transfert direct, ça pouvait être fait. Il y a des exemples comme au Togo, par exemple, où on utilise les données d'information de téléphonie mobile pour identifier les gens et on leur fait ce qu'on appelle l'équivalent de mobile transfer directement. On aurait pu penser à des stratégies ainsi, chaque pays a sa politique en place. Mais ça, c'est du court terme. Ça, c'est du court terme. Donc, sur le court terme, il faut toujours être sûr que nous avons identifié les secteurs et les personnes les plus vulnérables pour leur apporter tout le soutien nécessaire en fonction évidemment des moyens dont l'État dispose. À long terme, nous avons les vieux problèmes et les nouveaux problèmes auxquels nous faisons face. Comment nous devons nous arrimer dans une économie mondiale où le facteur travail n'est plus demandé. Le monde aujourd'hui ne demande pour produire des biens et services, la main-d'œuvre est de moins en moins utilisée, il y a de la robotisation. Nous sommes des économies africaines, nous n'avons que la main-d'œuvre à offrir. Mais le reste du monde n'en a plus besoin parce qu'il a tout automatisé. Comment nous devons repenser notre politique économique de manière à ce que nous puissions transformer le surplus démographique que nous aurons bientôt en opportunité de développement. Mais il y a un mot magique qui ressort quand on a fini ce développement-là, c'est diversification. Tout le monde en parle aujourd'hui. Il faut diversifier nos économies. Comment on diversifie dans des économies qui n'ont pas beaucoup de moyens, dans des économies qui ont pris de mauvaises habitudes, c'est-à-dire que on vend, on achète, on vend, on achète. On diversifie comment? Pour diversifier une économie, vous avez 2 stratégies. La première stratégie, c'est vous pouvez avoir ce qu'on appelle le inward looking. Vous voulez regarder à l'intérieur de votre pays et compter sur votre pour le diversifier. Ce n'est pas l'État qui va diversifier, c'est le secteur privé qui le fait en ayant les opportunités nécessaires. Vous avez besoin des PME qui puissent avoir accès au crédit bancaire. Vous avez besoin des entreprises qui puissent avoir une offre énergétique qui est stable. Vous avez besoin d'un environnement des affaires qui est suffisamment bien développé, un cadre qui est précis et qui est certain où il n'y a pas d'instabilité. Vous avez besoin de toutes ces choses, du capital humain. Monsieur Ibrahim Chérif, au Cameroun, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, si vous avez un enfant ou un neveu qui va faire la formation technique, c'est mal vu dans les familles. C'est mal vu d'avoir un neveu qui est mécanicien. En Allemagne, c'est on veut les longs crayons. Nous avons ça s'appelle exactement. En Allemagne, ce qui fait la puissance de l'Allemagne par rapport à tous les autres pays européens, c'est ce qu'ils ont de vocational training. Ils font de la formation professionnelle, de l'apprentissage professionnel déjà dès 16 ans, dès 14 ans. Vous pouvez vous inscrire dans ce type. Donc, à 16, 17, 18 ans, on est prêt à l'emploi. On est prêt à l'emploi. Et dans nos économies, moi, je suggère, et je le dis à certains de mes proches, que nous ayons un cap bien précis. Même s'il faut aller à l'extrême, qu'on se dise il ne faudrait plus qu'on construise autant de lycées d'enseignement général, que l'objectif ce soit lorsque le ministère des enseignements secondaires a une politique d'accroissement d'établissements scolaires, qu'on privilégie l'enseignement technique, les lycées techniques. Exactement, quitte à dire pendant les 10 prochaines années, pas de nouveaux lycées d'enseignement général construits au Cameroun. Et on peut le faire, parce que ça marche dans d'autres pays. Pourquoi c'est important ? Je vous ai dit, la première stratégie, c'est inward looking. Vous essayez de développer vos PME, comme j'ai dit. Mais l'autre stratégie, c'est quoi? Vous devez attirer. Lorsque vous n'avez pas d'argent, vous devez faire venir l'argent des autres. Donc, vous devez faire venir des investissements directs étrangers directs. Mais pour les faire venir, vous avez besoin d'une économie attractive. Donc, tout ce dont on a parlé, les infrastructures, l'énergie, la bonne gouvernance. Et la bonne main-d'œuvre. Et la bonne main-d'œuvre. Mais la bonne main-d'œuvre, ce n'est pas des docteurs qui ne peuvent rien faire.
et des docteurs qui ne produisent rien. Parce qu'il y a également ça. Parmi tout ce que nous produisons au Cameroun, vous avez aussi une grosse partie, malheureusement, qui n'a pas une contribution directe à l'économie. Donc, vous avez besoin de cette main-d'œuvre dont je parlais, qui a fait de la formation. Et ça peut être impulsé par l'État. Avec cette politique, vous attirez des Siemens, vous attirez Huawei. Imaginez un seul instant que vous avez une entreprise comme Huawei qui décide de venir s'installer au Cameroun pour l'assemblage de téléphones. Toute l'avenue Kennedy, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, cette rue se vide le même jour. Parce que tous ces jeunes qui ont ce savoir-faire seront embauchés par cette entreprise. Et cette entreprise Huawei, quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle nous apporte, nous, au Cameroun, en termes de petites et moyennes entreprises? Elle nous apporte le savoir-faire, la rigueur. Les PME qui vont travailler avec elle, et je me dis, Huawei, c'est sans publicité. Hein, ça peut être d'autres entreprises. Une grande entreprise étrangère, les PME qui vont travailler avec elle vont apprendre à leur côté, à pouvoir faire un bilan, à pouvoir traiter avec des entreprises de cette taille. Et ce sont des effets d'entraînement, de technologie, de savoir-faire, même de governance, corporate governance, qui sont très importants pour nos PME. Donc, vous voyez, on peut parler de plein de sujets, mais l'accent doit être mis sur la formation professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est là où on a le plus de pression dans le futur. Notre population va s'accroître à un rythme. S'il n'y a pas une absorption de cette main-d'œuvre en matière d'emploi, vous avez deux choses. Soit il y aura une pression à l'immigration, les gens vont vouloir quitter le Cameroun, mais il faut qu'on se dise la vérité. Il faut pouvoir partir déjà. Il faut partir, mais aussi il faut être accueilli. Absolument. Et c'est pas sûr qu'on veuille nous accueillir là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à partir et on n'a pas d'emploi? Et on pense qu'il n'y a aucune opportunité dans le pays et que les choses sont mal gérées. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que voilà, les gens deviennent frustrés et à force de recourir au système D, le système débrouillardise, où vous pouvez prendre un bensikin et avoir 500 francs la journée. Ça n'a pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir et les gens peuvent être très frustrés, malheureusement. Nous allons poursuivre notre entretien dans un instant. Voici pour vous et pour nous notre semaine politique, les audiences du président de la République, les activités du Premier ministre, le gouvernement en lutte contre les fake news. Voici la semaine politique de Séverin Alegambele. Un important balai diplomatique cette semaine au Palais de l'Unité. 2 ambassadeurs arrivés en fin de séjour ont été reçus par le président de la République. Il s'agit d'abord de son Excellence Peter Henry Barlerin, ambassadeur des États-Unis, qui a séjourné pendant 3 ans dans notre pays. Ensuite, l'ambassadeur du Royaume de Belgique, son Excellence Stéphane Dopagne. Des audiences du chef de l'État avec en arrière-plan une large revue des relations bilatérales entre, d'une part, les États-Unis et, d'autre part, le Royaume de Belgique. Je suis revenu sur les chantiers réalisés ou en cours de réalisation par des entreprises belges ici, sur le beau développement de nos relations commerciales avec des exportations belges vers le Cameroun, mais également des exportations camerounaises vers la Belgique qui ont été en croissance ces dernières années. Et enfin, sur le développement des échanges humains. Moi, j'adore le pays, les paysages et surtout les Camerounais, les Camerounaises ordinaires. Côté gouvernement, c'est la réunion hebdomadaire d'évaluation de la stratégie de riposte contre le Covid-19 qui retient l'attention de par ses principales conclusions. La réunion, présidée en mode visioconférence par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a porté entre autres sur les préalables de la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Elle a permis de débattre de la production de la tomate avec des propositions concrètes. Il faut subventionner la distribution des semences aux producteurs. Il faudrait subventionner la protection phytosanitaire et voire même la possibilité de leur fournir des motopompes ou des pulvérisateurs de classe A. L'instruction du gouvernement sur le port obligatoire des masques de protection individuelle a été répercutée aux collectivités territoriales décentralisées. Des entités appelées à s'impliquer fortement dans la sensibilisation populaire. Nous avons demandé aux maires de reprendre leur activité de sensibilisation de population, ce qui est en train d'être fait. Des voix se sont élevées cette semaine au sein des autorités publiques pour dénoncer ce qu'il convient d'appeler les dérives médiatiques et le lynchage des personnalités. Cette pratique courante dans les réseaux sociaux s'est trouvée au centre de la communication gouvernementale, donnée par le ministre des Postes et le ministre de la Communication sur fond de rappel à l'ordre. De manière visible, les cibles privilégiées de cette entreprise
de destruction englobe l'état de droit, les institutions de la République et ceux qui les incarnent avec, au bout du compte, la mise en péril de la paix et de la stabilité du Cameroun. Sachant que les techniques et les outils digitaux permettent au Cameroun de recueillir un ensemble de preuves en vue de l'identification de l'auteur de toute communication électronique. Ça a été un choix d'intensifier la sensibilisation. Mais on est capable de rattraper quiconque a posé ce genre d'actes répréhensibles sur les réseaux sociaux. La semaine politique s'est refermée sur une note triste. Delphine Tianga, ancien ministre, député membre du conseil électoral, est décédé à Yaoundé des suites de maladie. Christian Ebeke, on parlait tout à l'heure de diversification de l'économie. Vous avez beaucoup insisté sur une sorte de préalable, c'est-à-dire qu'il faut professionnaliser les enseignements, notamment au Cameroun. On est allé trop loin quand on voit un peu notre système scolaire dans justement la production des grands et des surdiplômés. Est-ce qu'il est facile de véritablement redescendre sur terre et travailler pour que les petites entreprises justement utilisent ce personnel-là? On peut le faire facilement. On peut le faire, et si cela n'est pas une priorité, le secteur privé le fera. Parce que regardez par exemple la multiplication d'établissements scolaires bilingues qu'on a observé il y a 15 ans. Ça commençait, c'était dans 2-3 quartiers. Mais aujourd'hui, vous avez cette offre maintenant. Il est très difficile pour un établissement privé aujourd'hui de ne pas être bilingue, de ne pas proposer une formation en anglais et en français, ce qui est une formidable opportunité pour le Cameroun. Vous savez, lorsque je voyage à l'étranger, je rencontre des gens, ils me disent toujours « Vous avez cette chance, monsieur Ebeke, que vous êtes bilingue. » C'est devenu notre ADN. C'est ça, c'est notre ADN. Nous parlons français et anglais. Nous ne parlons pas français ou anglais, nous parlons français et anglais. Donc, il s'agit, là, le secteur privé le fera, mais il a besoin quand même d'un certain appui. Il faudrait que la politique soit décisive au niveau public pour pouvoir inciter davantage et permettre aux familles de comprendre. Lorsque les gens comprendront au Cameroun que le secteur privé qui permet en fait l'éclosion des talents. J'étais fasciné il y a 3 ans de cela, lorsque je crois il y a 3 ou 5 ans, Buea était le hub technologique du Cameroun. Absolument. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent. Notre fameux Silicon Valley. Exactement, tous les développeurs, Mountain Valley. Les pilotes de drones, et vous voyez la qualité des images et des choses qui sont faites souvent venant de cette région, notamment dans certains vidéogrammes d'artistes de ces régions, la qualité de l'image, du son, etc. Donc Buea était le hub technologique. Il y avait des développeurs, il y avait des entreprises digitales là-bas. Donc il y a des possibilités. Il y a des possibilités, il faudrait simplement que cela soit bien articulé et qu'il y ait cette impulsion, parce que quand l'État dit quand même je veux aller dans cette direction, évidemment le secteur privé suit. Christian Ebeke, je vous fais part maintenant des questions que vous ont posées les internautes qui suivent Actualité Hebdo. On va y aller très rapidement. Eric Yannick qui dit quelles peuvent être les conséquences au plan financier du Covid-19 dans le monde? Le Cameroun est-il à l'abri? En réalité, on a abordé ces aspects-là. Les conséquences financières sont terribles pour le monde entier. Oui, Eric, les conséquences sont difficiles et tous les pays subissent ça, notamment pour les ménages, c'est des pertes d'emploi. Il y a des pertes humaines, de vie humaine. Pour l'État, c'est des pertes de recettes fiscales. Donc, le chômage, ça fait également une augmentation du déficit qui doit être financé par de la dette. L'endettement, c'est aussi vous qui allez payer des impôts plus tard lorsque la reprise reviendra pour rembourser la dette. Donc, les conséquences, elles sont difficiles. Mais il y a pour les petits pays à faible revenu comme les nôtres, il y a des mécanismes qui sont quand même mis en œuvre pour les aider. Il y a le Fonds monétaire qui a déboursé 226 millions de dollars pour le Cameroun, dans ce cadre très concessionnel à taux d'intérêt zéro dont je parlais. Il y a cette initiative des pays du G20 pour suspendre temporairement le service de la dette de cette année, la dette bilatérale. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour essayer d'atténuer le choc. Mais c'est pas facile. C'est pas facile et on n'est pas encore sorti de l'auberge. Franck Bertrand dit comment transformer notre économie pour endiguer la pauvreté, le chômage et le sous-développement. On revient à la diversification. On revient à la diversification, mais là, il faut aller au-delà des slogans.
Il faut aller au-delà des slogans. Je vais juste prendre un seul exemple. Le problème, il est simple. Vous avez un pays qui est abondant en main-d'œuvre. Il a un capital naturel également qui est important. La priorité, c'est le développement doit se faire avec une absorption de la main-d'œuvre. Vous devez avoir pour priorité les secteurs qui génèrent de la croissance tout en absorbant énormément cette main-d'œuvre. Si nous avons un développement qui est déséquilibré, où nous avons uniquement des secteurs intensifs en capital, comme les secteurs pétroliers, qui, lui, n'absorbent pas suffisamment de main-d'œuvre parce que sa technologie ne le lui demande pas, vous avez là un problème parce que la croissance ne sera pas suffisamment inclusive. Il faudrait que les secteurs de l'économie, de manière synchronisée, puissent vibrer tous ensemble. Mais l'objectif, M. Chérif, c'est vraiment l'emploi. Et il est important d'avoir des statistiques sur l'emploi, mais des statistiques régulières sur l'emploi. Il est important de savoir quel est le taux de chômage, si on ne peut pas le faire mensuellement, mais au moins trimestriellement. Ça permet de savoir. Ça permet de savoir... Est-ce que l'impact de nos politiques économiques peut être mesuré? Est-ce que nous allons dans la bonne direction? C'est extrêmement important de faire de la politique économique fine et de permettre également au peuple et aux médias de mieux vous apprécier sur les résultats qui sont visibles. Si vous n'avez pas des données de chômage à haute fréquence, vous ne pouvez pas savoir si votre DSE marche vraiment. S'il vous faut attendre 3 ans avant de faire une autre enquête ECAM, il faudrait redonner à la statistique, à l'Institut national des statistiques au Cameroun, suffisamment d'opportunités. Et je sais qu'il y a des personnes talentueuses dans ces instituts, mais il nous faut des données. Des données qui peuvent être des données statistiques, qui peuvent être utilisées à la fois par le décideur, mais aussi par toute personne mise à la disposition des disposition. Mais elles doivent être de haute fréquence, parce qu'il faut moduler. Il faut savoir, peut-être qu'ici, on est en train d'aller dans la mauvaise direction. Le chômage ne baisse pas à Garoua-Boulaye. Pourquoi? Il faut qu'on essaie de voir comment on fait. Lee Van Cleef Jimefo, ce n'est pas un acteur de cinéma. Quelles mesures pouvez-vous proposer à l'État du Cameroun pour relancer notre économie dans tous les secteurs? Ça également, c'est une vaste question. Mais on en parle là depuis. Oui, on en parle depuis. Il faut améliorer la perception que le reste du monde a sur le Cameroun. Il faut l'améliorer. Pour l'instant, nous n'attirons pas suffisamment d'investissements étrangers directs comme le Kenya le fait, comme l'Éthiopie le fait. Nous faisons de mauvais scores dans le doing business. Nous avons dans le doing business des avancées dans certains secteurs. Il faut le dire. Sur les délais pour ouvrir une entreprise, nous faisons des progrès sur le plan énergétique aussi, sur le nombre de jours par mois de délestage. On essaye avec les barrages et tout. Mais je pense qu'il faudrait une stratégie plus globale. Il faudrait vendre la marque Cameroun. Je suis assez peiné. Elle n'est pas assez bien vendue. Non, monsieur Chérif, parce que je suis assez peiné lorsque je voyage, par exemple, de voir dans les compagnies aériennes que je prends, il n'y a jamais de publicité sur le tourisme camerounais. Jamais. Il n'y a aucune publicité dans la plupart des grandes compagnies sur la destination Cameroun. Je venais dernièrement de Bruxelles pour Yaoundé et je m'amusais à regarder des spots sur le Togo, un autre sur le Bénin, et je m'attendais à voir sur le Cameroun. La marque Cameroun, pas assez bien vendue. Il faut attirer les investissements étrangers. Jean-Xavier Mbarga, sur quoi repose l'économie camerounaise à date? Dans quel secteur, selon vous, devrait-on plus investir dans les 5 prochaines années? On investit dans quoi exactement? L'économie camerounaise est mieux diversifiée que les 5 autres pays dans la sous-région. Oui. Lorsqu'on parle du Cameroun, il faut toujours être balancé quand même. Il ne faut pas simplement... Donc, on n'est pas totalement à la tête en dessous. Non. Le Cameroun est le leader de la sous-région. C'est l'une des économies en Afrique qui est assez respectée. La signature du Cameroun, le Cameroun émet le Cameroun a une signature qui est respectable. On n'a pas fait de défaut de dette. Nous sommes une économie qui tient quand même la route. Qui tient la route. Oh, d'accord. Donc c'est pas une économie qui est en catastrophe. C'est pas la fin du monde. Le Cameroun est une économie résiliente. Maintenant, dans quoi est-ce qu'il faut investir pour qu'on aille plus loin? Je pense, comme je l'ai dit, il faut investir dans tout ce qui pourra permettre d'attirer suffisamment d'investissements étrangers directs. Je le dis pas parce que je suis pour le libéralisme à outrance de notre économie. Je le dis simplement parce que notre taux d'épargne domestique n'est pas suffisamment pour générer le type d'investissement dont nous avons besoin pour pouvoir absorber la main-d'œuvre. Il faut des capitaux extérieurs. Il faut des capitaux extérieurs. Ça peut être des capitaux de Camerounais qui sont à l'extérieur, ça peut être des capitaux étrangers. Il faut des capitaux de long terme qui vont venir et ces capitaux-là trouveront eux-mêmes des opportunités. De gros capitaux. Je parle d'entreprises qui peuvent venir et employer en un mois comme ça 2000 personnes. Vous voyez ce que ça peut changer en Kololoun?
Absolument. Si une entreprise vient à Douala et décide d'embaucher 3000 personnes, c'est tout ce marché-là qui vend des produits importés souvent de qualité douteuse. Tous ces gens-là qui auront une meilleure qualité de vie. Alors, Zibama, alias Général, c'est un habitué, qui dit pourquoi le FMI fait beaucoup plus dans le redressement budgétaire, mais on le sent absent dans le financement des projets. Le financement de projets, c'est pas votre métier. Voilà, l'UFMI, c'est de l'assistance pour des problèmes identifiés comme des problèmes de court terme. Lorsqu'un pays a des difficultés de balance de paiement, l'UFMI vient. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des programmes. Programme, ça veut dire qu'il y a une durée. Absolument. Voilà. Maintenant, les projets de développement, c'est d'autres organismes agréés, y compris des Nations Unies. La Banque mondiale fait essentiellement dans les projets de développement. On a des partenaires bilatéraux qui le font également. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDAC, pourrait également faire plus. Une dernière question d'internaute, Mamadou Jackson Ndam. Le Cameroun et les pays de la zone CFA peuvent-ils être émergents dans ce système monétaire? Donc, le CFA, le franc CFA, peut-il être une monnaie d'avenir pour des pays qui aspirent à l'émergence? Vous voyez, M. Chérif, que tout ce dont nous avons parlé, et nous en avons parlé énormément depuis le début de l'émission, nous n'avons même pas touché à la monnaie. Absolument. On a parlé de choses structurelles. La formation, ça n'a rien à voir avec le franc CFA. Maintenant, il faut savoir que le choix d'une monnaie est une décision politique. On décide d'être dans le franc CFA, d'abord c'est politique, c'est un accord politique. Parce que derrière, il y a la nécessité de respecter certaines règles dans le club. C'est un club, le franc CFA. Si vous décidez d'en sortir, vous devez également mesurer tout ce que cela demande. Et sortir du franc CFA demande encore plus d'efforts. Ça vous demande un niveau de technicité au niveau des décideurs publics qui est très important. Parce que vous avez des fluctuations régulières de la monnaie, il faut parler aux investisseurs, il faut être technique. Lorsque vous avez un taux de change qui est fixe comme à présent, ça vous apporte une certaine stabilité. Par contre, ça a également un coût. Le coût, c'est que comme vous n'avez pas, vous avez cette forme d'assurance. Ça ne vous pousse peut-être pas aussi à faire suffisamment des réformes, d'efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc chaque régime de change a ses avantages et ses inconvénients. Il s'agit d'abord d'une décision politique. Donc je ne pense pas que les problèmes que nous avons abordés jusqu'à présent soient des problèmes qui soient uniquement vus sous le volet de « il faut qu'on sorte du franc CFA ». Donc il y a beaucoup de complexité là-dedans. Tout à fait. Alors un grand merci à Elvis Mbimba qui a rassemblé les questions des internautes à vous poser à travers les plateformes numériques de la CRTV. Une troisième halte dans cette émission pour parler de la semaine sociale avec la lutte contre la pandémie du coronavirus qui tient toujours le haut du pavé dans l'actualité sociale au Cameroun. La semaine sociale de Rodrigue Bertrand-Tuel. Les trois axes majeurs qui ont jusqu'ici servi de boussole dans la lutte contre la Covid-19 au Cameroun seront maintenus pour les 3 prochains mois. Révélation faite lundi par le ministère de la Santé publique au cours du point de presse quotidien. Contrôler la transmission du virus, améliorer la prise en charge des cas et atténuer les impacts sanitaires et socio-économiques de cette pandémie sur la vie quotidienne. La recherche des solutions endogènes à la pandémie est toujours d'actualité. En témoigne la rencontre entre chercheurs, praticiens et gouvernements tenue mercredi au ministère de la Recherche scientifique. Les expériences ont été partagées. Qui dit médecin et dit chercheur, je me suis posé la question, est-ce que dans notre pharmacopée, on ne peut pas trouver une substance, ne serait-ce que pour baisser la coût? Certaines initiatives ont apporté la preuve inattaquable de leur efficacité. Mais quand on a déjà, n'est-ce pas, 8000 patients qui ont pris le produit, et à ce niveau, il n'y a pas d'effet secondaire, personne. Les besoins ont été identifiés et consignés avant leur envoi au Premier ministre, tutelle du Conseil scientifique. Une autre rencontre s'est tenue le même mercredi au ministère des Travaux publics entre le chef de ce département ministériel et les députés originaires de la région du Nord-Ouest. Les parlementaires sont venus s'enquérir de l'état d'avancement des projets routiers dans leur région, non sans avoir évoqué d'abord l'état actuel de la principale voie d'accès à la région, qui est ces jours-ci un véritable chemin de croix. Les solutions sont en route.
Toudia Satom restera sur le lot Babadjou-Matazem, 17 km. Une autre entreprise va prendre le lot Matazem Welcome to Bamenda, 18 km. Une troisième prendra le contournement de la falaise de Bamenda, 4,933 km. Et puis une dernière, la quatrième, va prendre la traversée urbaine de Bamenda, 12 km. Suffisant pour qu'il reparte avec une meilleure mine qu'à l'arrivée. Un grand joie, parce que quand nous venons ici, on pensait qu'on n'allait pas avoir la suite de ce qu'on est venu chercher. La famille Ekane aimerait bien être dans le même état d'esprit que les députés du Nord-Ouest. L'arrivée de jumelles, qui devait être un heureux événement, s'est transformée en casse-tête, les deux bouts de chou étant arrivés unis au niveau du bassin et des membres inférieurs. Pour séparer ces siamois, il faut des moyens que n'ont pas les parents qui lancent un SOS. Je ne sais pas ce que je peux faire. C'est pour ça que je dis à tout le monde, précisément les premières dames de la nation, le grand-mère chanta bien pour venir à mon aide. Voilà la semaine sociale telle que vue par la rédaction TV de la CRTV. Retour sur ce plateau avec notre invité Christian Ebeke pour ce qui va constituer la dernière ligne droite de notre entretien. On va essayer d'y aller assez rapidement. On parlait tout à l'heure du franc CFA. Et il y a un grand débat en ce moment sur la sortie ou non de la zone, un grand débat sur la dévaluation du franc CFA, mais on n'entend pas beaucoup le FMI à ce sujet-là. Oui, mais vous n'entendez pas aussi beaucoup d'autres organismes internationaux sur la question. Vous laissez ça aux Africains, bon, débrouillez-vous. Il y a deux questions dans votre question. La première, c'est est-ce qu'on sort ou pas du franc CFA? Je pense que j'ai déjà Vous l'avez expliqué là tout à l'heure, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est un choix politique. Chaque régime de change a ses avantages et ses inconvénients. Si c'est un régime de change flexible vers lequel il faut aller, alors vous ne pouvez pas aller dans un régime de change flexible si vous n'avez pas de meilleures données macroéconomiques. Votre monnaie ne vaudra rien du tout et vous aurez de l'hyperinflation. Pour aller vers une échange flexible, il nous faudra avoir une puissance et une meilleure qualité en fait de technique au niveau technique. Technique et même économique, non? Économique, bien sûr, parce qu'il y a des secteurs qui s'effondreront, d'autres secteurs qui émergeront, etc. Donc, on ne sait pas, c'est politique. C'est comme ça que moi je vois cette question et je pense qu'on peut prospérer dans l'un ou dans l'autre, si on a en place les politiques qui sont adéquates. Maintenant, la question d'une dévaluation du franc CFA. Quand est-ce que une banque centrale dévalue la monnaie? Déjà, la dévaluation, c'est la baisse de la valeur de la monnaie par rapport à sa référence. Pourquoi est-ce que la dévaluation constitue... pourquoi c'est l'éléphant dans Elephant in the Room? Voilà. Pourquoi ça ne devrait pas être ça le véritable problème. La dévaluation est un outil supplémentaire pour relancer l'économie. On ne devrait pas en avoir peur? Non, on ne devrait pas. Bon, je sais pourquoi on a peur. On a peur parce que on a des épisodes dans le passé qui ont été très douloureux. Parce qu'à cette époque-là, on a non seulement baissé la valeur de la monnaie, les salaires avaient baissé, en fait on avait procédé à un ajustement nominal. Tout avait baissé. Tout avait baissé. Donc la dévaluation, premièrement, je ne pense pas qu'elle soit à l'ordre du jour parce qu'on se base simplement sur les données. Au moins nous avons de bonnes données financières. Donc la BEAC a ses données, vous regardez l'état des réserves de la Banque centrale, la BEAC tient toujours, elle a des réserves adéquates, donc elle peut continuer à défendre la parité du franc CFA, pour l'instant. Alors, le Fonds monétaire international, vous êtes un haut cadre de cette institution. Vous connaissez l'image du Fonds monétaire international en Afrique. Ce n'est pas la plus belle des images qui soit. Est-ce que vous comprenez que les Africains véritablement se méfient du FMI? Je comprends parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Ma mère, ma regrettée mère, a été fonctionnaire dans ce pays. Elle était une femme qui était agent des impôts. Elle a été une victime du FMI. Elle a connu une baisse des salaires. Est-ce qu'elle était victime du FMI ou elle était victime de politiques au Cameroun qui, à un moment donné, se sont avérées non soutenables? Parce que lorsque vous avez connu les chocs des années 80, la récession économique, la fermeture d'entreprises publiques et parapubliques, la baisse des salaires, on les appelait les déflatés également, ceux qu'on permettait d'aller à la retraite anticipée. Lorsque vous avez connu tout ça, ensuite une dévaluation où également vous avez la baisse du pouvoir d'achat, donc je l'ai connu. Est-ce que le FMI a tiré les leçons
des programmes d'ajustement peut-être qui étaient assez forts. Vous faites mieux maintenant? Je pense que nous faisons beaucoup mieux. Et je pense que nous avons eu cette prise de conscience dans nos programmes en Afrique comme en Grèce, comme dans d'autres pays. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, lorsque nous faisons des programmes, nous avons une conversation avec les autorités. Il n'y a pas de mesures imposées, il n'y a pas... Vous n'imposez vraiment rien? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que j'ai fait des programmes en Afrique, j'ai discuté avec des chefs d'État, je ne pense pas que nous imposions. Le gouvernement propose une feuille de route, on essaye d'accompagner le gouvernement toujours avec notre rôle. Nous, on joue un petit rôle d'identifier les risques. C'est bien beau, vous voulez faire ceci, super, mais est-ce que vous pouvez également regarder le petit risque que cela peut... Mais une fois qu'on est en affaire avec le FMI, si j'ose m'exprimer ainsi, on a les moyens d'en sortir? Est-ce que ce n'est pas un mariage pour toujours, comme on dit? Je pense que la grosse question pour un pays, c'est si je suis utilisateur des ressources du FMI de manière permanente, est-ce des bons points ou des mauvais points? En tant qu'économiste au FMI qui analyse ça, je pense que cela veut simplement dire que vous avez des problèmes structurels. Parce qu'à chaque fois, vous êtes toujours en difficulté. Quand on va au FMI, c'est qu'on a des problèmes. Bien sûr. C'est comme quelqu'un qui a un cancer du foie parce qu'il boit énormément d'alcool. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais peut-être. Donc, quelqu'un qui a des difficultés de santé à cause de son comportement un peu... comme on dit en anglais, loose. Il n'est pas très regardant sur l'état de ses finances publiques. Cette personne va voir un médecin parce qu'il a des problèmes, parce qu'il boit énormément. Le médecin va lui proposer une thérapie qui peut-être sera difficile pour lui. L'un des exemples, c'est qu'il faut réduire le nombre de verres quand même que vous prenez. Absolument. Et je prends cet exemple basique pour vous donner en fait voilà comment ça se passe. Si vous avez des tensions au niveau de votre budget, la dette s'accélère parce que vous importez énormément de véhicules de luxe, vous importez énormément de véhicules de luxe, ou vous importez du matériel, du champagne de mobilier pour les ministères, au lieu de les faire localement, vous les importez de certains pays. Bon, cela a un impact sur votre budget, sur votre balance de paiement. Et à un moment donné, vous ne pourrez pas tenir parce qu'à un moment donné, évidemment, vous n'aurez pas suffisamment de recettes et de devises pour pouvoir importer tous ces biens. Et vous allez vous retrouver en situation où c'est très compliqué de continuer et vous allez donc voir ce médecin qui va vous proposer une thérapie qui, malheureusement, dans la plupart des cas, va vous demander de faire un certain type quand même d'effort. Il n'y a pas d'argent gratuit dans le monde. On revient à la question de départ. Les économies africaines, l'économie camerounaise. Alors, ces économies-là, quand on sort, en étant optimiste, on sort de la pandémie du coronavirus, il y a possibilité véritablement qu'on soit optimiste de ce que cela pourrait être véritablement un tremplin pour un futur meilleur. Je pense que nous n'avons pas le choix. Parce que le corona a été sur l'autoroute, ce détour malheureux qui nous détourne en fait de notre objectif. Il ne faut surtout pas que le coronavirus nous fasse perdre 5 ans de plus déjà qu'on était en retard par rapport aux objectifs que le gouvernement s'était fixé, l'émergence en 2035. Il faut absolument revenir sur l'autoroute et continuer à plus grande vitesse. Cela nécessite de rassurer les populations, il faut rassurer les populations, plus rigoureux, inventif, mais aussi redéfinir un contrat social. J'ai l'impression, et c'est peut-être mon opinion, et elle ne vaut rien du tout de toute façon, mais j'ai l'impression que il y a comme un manque de confiance entre le peuple et l'équipe et le gouvernement et l'État. Même j'ai l'impression qu'il y a cette connexion-là qui n'est pas à 100%. Il faut rapidement que ce contrat social soit renforcé. Lorsque le secteur privé a des doutes sur les mesures de soutien que vous mettez pour l'économie, il ne va pas investir. Parce qu'il faut rétablir la confiance et cela passe par des gestes très forts. Il faut que les choses soient faites pour renforcer les secteurs qui sont des secteurs à très forte croissance. Et comme je l'ai dit, l'agriculture, il faut repenser nos systèmes d'infrastructure pour que les routes construites au Cameroun ne soient pas des routes seulement pour transporter les gens, mais que le cadrage routier soit fait de manière à ce qu'il représente des routes agricoles.
C'est comme ça qu'il faut repenser un certain nombre de choses. Et ces effets d'annonce pourront permettre de renforcer davantage le contrat social, je pense. Christian Ebeke, une dernière question avant de mettre un terme à cette émission. Alors, vous êtes économiste au Fonds monétaire international, vous êtes un haut cadre de cette maison-là, parti de l'université de Yaoundé 2 à Soa. Comment on fait pour arriver là-bas? On se fait tenir la main par quelqu'un ou on enfonce quelques portes de façon, on ne va pas dire violente, mais je pense que pour arriver là, il faut déjà aimer ce que vous faites. Je pense que vous, Monsieur Chérif, vous êtes passionné de journalisme, vous avez des fonctions administratives, mais rien ne vous oblige à présenter cette émission. Vous le faites parce que vous êtes journaliste de formation. Et ce n'est pas un supplice pour vous. Donc je pense que j'étais assez passionné d'économie. Et pour moi, je pense que quand Samuel Eto'o s'entraîne, ou Roger Mila s'entraînait, ce n'était pas un supplice. Il y a de la passion. Il y a de la passion. Et lorsque vous avez cette passion et vous regardez vers le reste du monde, parce qu'on a Internet. Moi, je me souviens que l'université que j'ai identifiée pour aller faire mon doctorat en France, je l'ai trouvée sur Internet. Parce que vous voyez des gens, il y a des noms qui reviennent. Les jeunes Camerounais devraient davantage utiliser Internet pour des choses constructives. Il y a tellement d'opportunités dans le monde. Malheureusement, Internet et les réseaux sociaux au Cameroun sont des plateformes de spectacles qui sont vraiment tristes pour notre nation. Internet, il y a des opportunités pour tout le monde. Ma main n'a pas été tenue. Et je ne suis pas le seul, hein, Monsieur Chérif. Il y a d'autres Camerounais à l'étranger qui ont des parcours encore plus spectaculaires, des gens brillantissimes. Il y a une jeune fille dernièrement qui travaille pour la NASA, qui est camerounaise, qui installe des parachutes sur les fusées qui reviennent aux États-Unis. Elle, je pense qu'elle apporte plus au Cameroun que moi. Donc, Christian Ebeke, économiste, donc représentant résident adjoint du Fonds monétaire international, le prêt de l'Union européenne. Vous étiez l'invité d'Actualité Hebdo ce dimanche et merci d'être venu et merci de votre participation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Bonne soirée à vous, bon dimanche, bonne fin de semaine, bonne semaine également, à dimanche.